Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine mensuel En Société. Au programme de cette émission, un sujet dans l'air du temps qui préoccupe aussi bien les parents que les professeurs de l'éducation nationale en France. Je veux parler de l'addiction aux écrans, un enjeu majeur à l'heure où les jeunes ont leur premier téléphone en moyenne vers 9 ans. Comment est-ce qu'on définit cette addiction aux écrans? Quelles sont les conséquences d'une mauvaise utilisation du numérique pour les enfants? Et quelles sont les solutions et les alternatives disponibles? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Mais avant ça, pour m'accompagner et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Morandi. Bonsoir à vous. Merci de nous accueillir. Donc, je suis là en tant que représentant de l'association Addiction Alcool Vie Libre, qui a mis donc au catalogue il y a quelques années toutes les formes d'addiction. Tout à fait. Au départ, nous ne nous occupions que de la notion d'alcoolisme. Et vous êtes également diplômé en addictologie de l'université Paris 11. Oui, je suis allé passer mon DU, mon diplôme universitaire, à 60 ans. Voilà, donc même 30 ans d'alcoolisme derrière moi m'ont permis, une fois guéri, de retrouver toutes mes cognitions et toutes mes capacités. Je me suis trouvé le plus jeune élève, mais c'était un plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Bip TV. Avec nous également Corinne Borda, l'Herpinière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice des dispositifs Atelier Santé-Ville et du contrat local de santé de la ville de Châteauroux. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bip TV aussi. Pour commencer, je voulais peut-être revenir avec vous, Monsieur Morandi, sur la définition de ce qu'est une addiction, parce que sur le site de l'assurance maladie, j'ai regardé, c'est défini de deux manières différentes. Il y a d'un côté l'addiction aux substances psychoactives, donc on parle de l'alcool, la cocaïne ou des dérivés de synthèse. Il y a l'addiction comportementale, donc c'est ce qui nous intéresse peut-être déjà un peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire les jeux de hasard, d'argent ou les jeux vidéo. Vous, comment est-ce que vous définissez assez brièvement ce qu'est une addiction? On va faire très bref. Addiction vient de l'anglais du verbe to addict. Alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'en fait, il faut se référer antérieurement aux Romains. Okay. Aux Romains, le personnage s'appelait Addictus, c'est-à-dire c'était un esclave. Si je vous devais quelques sous, vous m'envoyiez les gardes romaines qui m'arrêtaient, les gardes prétoriennes, et je donnais votre esclave jusqu'à remboursement de la somme. Donc j'étais dit par le maître. D'accord. Donc addict, celui qui est dit. Alcoolique, celui qui est dit par l'alcool. Toxicomane, celui qui est dit par le toxique. Voilà la définition la plus simpliste qu'on peut trouver de l'addiction. Okay. Perte de personnalité, perte de repère, et dit par le produit ou dit par le comportement, maintenant, qu'on peut assimiler. D'accord. Et donc justement, peut-être sur le comportement, on va parler maintenant du numérique, puisqu'il y a plein de comportements et d'usages différents. Ça peut être jouer sur son téléphone, aller sur les réseaux sociaux. Pour les enfants, regarder une vidéo parfois trop tôt le matin, trop tard le soir, ou discuter très longtemps par SMS. Madame Bordin-Lerpinière, quand on parle de comportement addictif, est-ce que vous le définiriez comme ça, justement, le rapport au numérique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des comportements addictifs? Non. Alors déjà, moi je travaille dans la prévention et la promotion de la santé, ce qui couvre aussi le champ de l'éducation. Et en ce qui concerne les écrans, les interfaces numériques, nous on va aborder la question sous la question des usages. Comment penser les usages? Le smartphone c'est 2007. En fait, le numérique est plus rapide que nous et la technique nous change sans qu'on s'en rende compte. Et je dirais qu'on manque un peu de règles, de prise de conscience de la place que ça a pris dans nos vies. C'est un petit peu comme l'histoire du brossage de dents. C'est pas venu tout seul. Il a fallu qu'on réalise qu'on pouvait abîmer nos dents si on ne les brossait pas tous les matins. Et ben, le numérique, c'est un peu ça. C'est-à-dire il faut qu'on ritualise notre rapport aux outils numériques. Et du coup, justement, est-ce que ce manque de règles, de contours, parfois, n'a pas amené certains jeunes à peut-être pas du coup une addiction, mais une surconsommation, une mauvaise utilisation d'écran? Les jeunes nous ressemblent. C'est-à-dire toute ma génération, par exemple, enfin la génération des parents, des grands-parents aussi. Le smartphone, je donne cet exemple parce que c'est celui qui parasite le plus les relations, est une continuité de nous-mêmes, nous adultes. Enfin, je veux dire, les enfants ne sont pas très éloignés de ce que nous on démontre. Monsieur Morandi, peut-être pour revenir un petit peu sur les comportements liés aux addictions, comment est-ce que naît, alors c'est peut-être une question idiote, mais comment est-ce que naît une addiction? C'est provoqué par quoi? C'est provoqué à l'origine par un mal-être. C'est la rencontre d'une personne, d'un produit, de la personnalité. C'est-à-dire quand il y a un mal-être initial, la première rencontre est la bonne. Donc en ce qui concerne l'alcool, ma première rencontre s'est faite à l'âge de 11 ans. J'étais malade comme un chien et j'y suis retourné. C'est ce qui me faisait du bien. C'est ce qui fait que l'individu extérieur nous regarde et nous dit quelle est donc cette chose qui leur fait tant de mal et ils se retournent. On a connu des gens qui étaient
en pancréatite, qui ont fait 1, 2 pancréatites et qui sont retournés à l'alcool, comme on a connu des gens qui avaient un cancer et qui enlevaient les canules pour fumer par la canule. Donc on voit la force de l'addiction. Mais là, pour résumer très vite sur le numérique, on ne parlera pas, nous, d'addiction. L'origine se situe ailleurs. Elle va se situer dans la reprise de ce qu'on appellera la dyade, c'est-à-dire la relation du parent nourricier avec le bébé. Ce sera un prolongement sous forme de dyade numérique. La dyade étant le plus petit groupe humain qui peut se faire à 2 personnes. Donc on a fait appel à bien autre chose qui est avant l'adolescence. Et le bouleversement de l'adolescence va réveiller quelque chose d'autre. D'accord. Comment est-ce que du coup, peut-être vous deux, alors vous en avez parlé un petit peu déjà, mais vous définiriez ce rapport aux écrans aujourd'hui, parce qu'il y a une surconsommation des écrans, les foyers en ont plusieurs, on est sollicité en permanence par ça. Comment est-ce que, du coup, si ce n'est pas une addiction, vous définiriez ça comment? Bon, moi, de mon point de vue, c'est plutôt mes usages, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris à réguler l'outil numérique. C'est arrivé très vite, il y a des enjeux économiques énormes derrière, enfin, je veux dire, on a un peu perdu la maîtrise. Comme chaque changement technique, enfin, la technique change l'homme, nous change. Donc, aujourd'hui, il faut apprendre à faire avec. Ça va plus vite que nous, c'est un peu ça la difficulté. Mais il ne faut pas être, faut prendre conscience de la place que ça prend et remettre des règles, enfin ritualiser les usages. Mais parce qu'il n'y a pas que des choses négatives évidemment avec les écrans. C'est une ouverture énorme sur le monde, ça permet des mises en lien, enfin c'est un outil formidable, mais il faut apprendre à bien s'en servir, c'est tout. Monsieur Morandi, tout à l'heure quand vous parlez de combler un manque quelque part, on sait qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui quand ils sont dépossédés, on va dire, de leur téléphone parfois, ils se sentent tout de suite plus isolés. Du coup, c'est aussi ce rapport-là au téléphone, de combler un manque peut-être social parfois, de besoin d'ouverture au monde et de contacter d'autres gens. C'est un combler. Comme a dit madame, c'est le lien social, c'est-à-dire ce qui va relier au monde, et on va aller plus loin, ce qui va sortir de soi et qui va relier à l'univers entier. Dans la toute petite chose que vous avez là, vous avez des milliers d'encyclopédies. Donc après, si l'utilisation est bien faite, mais là je rejoins ce que disait l'interlocutrice tout à l'heure, madame en face, c'est comment on va se servir du produit, comment on va se servir de cette technologie, et quel est le modèle qui est mis en place. Donc là, on se heurte à la parentalité. Comment vous voulez que des parents disent à l'enfant « tu es trop sur l'écran » alors que même ils passent leur vie et ne s'intéressent pas à leur propre adolescent. Donc effectivement, il y aura un souci. Exactement pareil, ne boit pas d'alcool alors qu'il avait utilisé l'alcool à tous les apéros à la maison. Ne fume pas alors que la personne elle-même fume 2 paquets par jour. Il y a quelque chose d'incohérent. Et à cette période de l'adolescence, l'incohérence, il aura beaucoup de mal à supporter, puisqu'il demande quelque chose qui doit être la norme. C'est-à-dire il y a une forme de norme. L'adolescent va se couler dans une norme. Même l'adulte en souffre. On souffre actuellement en France de normopathie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tout le monde ait la même norme, tout le monde le même usage, ou mésusage, parce qu'on est rentré dans le vocabulaire de l'addiction des choses d'usage et de mésusage. Pourquoi pas? Mais nous, on va partir sur autre chose. On va partir sur le mal-être initial à chaque fois qu'on va aborder le problème de l'addiction et de la construction de l'individu. Donc on va creuser vraiment, on ne va pas rester en surface. Effectivement, on est au mode de ce qu'on appelle actuellement les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Il y a toujours des effets de mode dans la façon de voir les pathologies. Et pour nous, personnellement, on s'aperçoit que dans le domaine de l'addiction, on n'a pas beaucoup de résultats avec ce genre de thérapie. Donc on va continuer de faire comme on a fait, prendre l'humain en entier dans sa globalité. Et si malheureusement, ce qui arrive, on a un adolescent qui pose problème, les 3/4 du temps, ça se règle avec la crise d'adolescence. Autrement, on va prendre le temps de parler. Il va venir nous voir et puis il va discuter avec nous. Pour continuer sur ces mésusages du numérique, Madame Bordin-Lerpinière, je crois qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place à Châteauroux, notamment au mois d'avril avec les écrans à la diète. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça, justement ? Alors, il y a en 2018-2019, à quelques-uns, on va s'attacher à cette question, parce qu'on considère que c'est un problème de santé publique. Donc, et il fallait trouver une solution ludique. Ce qui nous intéressait, c'était construire une aventure collective.
Donc aujourd'hui, on est un groupe de référence, on a à peu près 20 partenaires. Ce sont des écoles, des enseignants donc, qui partent dans l'aventure, mais aussi des associations, Canopée, que vous allez accueillir tout à l'heure, des professionnels socio-éducatifs, enfin, etc. Donc la proposition qu'on fait, c'est d'amener à la prise de conscience. Et pendant 5 jours, on invite enfants et familles à prendre une respiration, c'est-à-dire pas d'écran avant d'aller à l'école le matin, pas d'écran en rentrant de l'école et on ne tente pas d'écran le mercredi après-midi. Pas d'écran seul, parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse, enfin, c'est la question du dialogue, des rites, de ce qu'on peut partager, de comment on organise son temps. Et puis surtout de mesurer la place qu'a pris le numérique dans nos vies, quoi, pour garder la maîtrise. Et sur cette semaine-là, en fait, on propose 2 pistes ou des alternatives, parce que l'idée, c'est pas de laisser l'enfant et sa famille seuls, hein, mais ou des alternatives, donc du spectacle vivant, on peut aller voir un spectacle, etc. On travaille avec des artistes, avec la compagnie des 3 Cris, qui cette année propose un spectacle qui s'appelle Le Voyage de Chloé, qui a été fait à partir de l'IA d'ailleurs. Il ne s'agit pas du tout de diaboliser le numérique, hein. Il s'agit de garder la maîtrise. Donc, et puis des temps avec des médiateurs numériques, donc de plutôt réfléchir aux usages. On a une conférence aussi sur la question des réseaux sociaux, de l'image, de l'adolescence avec Arnaud Silla, qui est psychologue clinicien et qui travaille dans la prise en charge avec les adolescents à partir d'outils numériques d'ailleurs. Et justement, pour continuer sur les initiatives mises en place, on va parler maintenant de la pause numérique à l'école. Dans l'Inde, c'est le collège des Capucins à Châteauroux qui fait partie de cette expérimentation qui consiste à mettre à disposition des élèves des casiers dans lesquels ils peuvent ranger leur téléphone. Pour rappel, depuis 2018, pourtant l'usage du téléphone portable est interdit dans les établissements, que ce soit pendant les temps de cours ou en dehors. Ça n'empêche pas les adolescents de trouver des solutions pour continuer à l'utiliser. Reportage. Depuis 2018, l'usage du téléphone portable est interdit au collège. Une mesure importante puisque 90% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Pourtant, la plupart trouvent toujours des solutions pour passer du temps sur leur téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des jeux. Pour réduire les comportements addictifs au téléphone, mais aussi pour prévenir les risques de harcèlement ou de racket, le collège des Capucins à Châteauroux a mis en place des casiers à disposition des 6e, dans lesquels ils peuvent ranger leur portable. Une expérimentation qui permet aux élèves de se passer du téléphone portable, de leur téléphone portable pendant le temps scolaire. Sachant que effectivement les élèves ont l'habitude de prendre en classe et la loi depuis 2016 interdit l'usage du téléphone portable dans les établissements de France et de Navarre. Il se trouve que voilà, une loi est passée et donc l'idée c'est de faire en sorte que les élèves puissent ne pas utiliser ces téléphones portables, ce qui permet aussi de lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement, la dépendance numérique et surtout les vols de téléphones portables que nous avons connus dans le passé. Une expérimentation nommée Pause numérique et qui concerne près de 200 établissements sur l'ensemble du territoire. Au collège de Châteauroux, si la plupart des 6e se sont spontanément portés volontaires, c'est moins le cas pour les classes supérieures. Une histoire de génération pour Cécile Dubois, secrétaire générale du collège des Capucins, qui espère que les nouvelles générations montreront la voie pour les prochaines. Pour l'instant, il n'y a que les 6e qui sont intéressés dans notre établissement. On aurait bien aimé que des 5e, des 4e ou des 3e soient volontaires également pour laisser leur téléphone à la journée, mais ils sont un petit peu trop dans la démarche du portable à avoir tout le temps sur eux. Donc pour l'instant, on pense que les générations futures, au fur et à mesure, vont s'y mettre. Et effectivement, c'est vrai que s'ils n'ont pas leur téléphone sur place, ils ne seront pas tentés d'aller faire des vidéos, des TikTok ou je ne sais quoi, dans les endroits un petit peu faciles comme les sanitaires, les couloirs ou autres. Selon une enquête Ipsos de 2017, les 13-19 ans passent en moyenne plus de 15 heures par semaine sur Internet. Toujours selon cette même étude, 5% des garçons et 15% des filles interrogées disent avoir un usage problématique des réseaux sociaux. Un temps passé sur les écrans très long et que les parents n'arrivent pas forcément à contrôler, avec pour conséquence la confrontation à des images graphiques et ou à caractère sexuel, pouvant entraîner souvent des traumatismes. Ces mauvais usages du numérique et leurs conséquences, Sylvie Etief, thérapeute familiale, y est de plus en plus confrontée. Les ados, ça va être soit des images choquantes, pornographiques. Donc voilà, leur rappeler que premièrement, s'ils en ont vu, il faut absolument qu'ils s'en parlent. Ce qui se passe aussi, je me souviens d'une thérapie un peu récente, c'est d'un jeune addict aux jeux vidéo
pour lesquels il fallait acheter des vies, des choses comme ça, mais il n'avait pas 16 ans. Donc il s'est débrouillé pour prendre un peu d'argent dans le porte-monnaie des parents. Il les a donnés à un copain qui avait 16 ans et qui a acheté des vies. Évidemment, le subterfuge a été découvert. Et puis dans ceux qui viennent me voir aussi, parfois c'est des parents, alors c'est moins grave, mais l'ado souvent, sa deuxième ou première famille, c'est les copains. Donc, ils sont en permanence en train de parler et ils se sentent coupés de leur famille s'ils sont un peu privés de téléphone. Si le téléphone, le soir, n'est pas dans la chambre, ce qui est normal. Donc, ils se sentent parfois un petit peu coupés des autres. Face à l'omniprésence des écrans et de leurs pratiques, l'Organisation mondiale de la santé préconise plusieurs points. La tenue de conversations à l'école comme à la maison sur le bien-être numérique, la mise en œuvre de programmes d'éducation au numérique, ou encore garantir l'accès à des services de santé mentale face à l'utilisation problématique des nouvelles technologies. Vous êtes de retour avec nous sur le plateau de BIP TV pour la deuxième partie de cette émission, toujours consacrée au mauvais usage du numérique. Nous accueillons pour cette dernière partie deux nouveaux invités. Stéphanie Ponroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formatrice pour le réseau Canopé qui, alors là je vais citer un petit peu, mais qui forme tout au long de la vie des enseignants et de la communauté éducative sur les questions du numérique et de l'IA aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Avec vous, Vincent Denisot, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes président et fondateur de Sheltercom, qui est une entreprise qui accompagne les particuliers à être plus en sécurité et responsables sur l'usage du numérique. On va revenir un peu plus en détail sur ça justement dans quelques instants. Pour commencer, peut-être qu'on peut revenir sur le reportage. Il y a plusieurs points qui sont évoqués. Il y a aussi une question assez intéressante qu'on a évoquée en premier plateau de génération justement, qui est ni celle qui est née vraiment avec le numérique, ni celle qui l'a vu arriver n'a vraiment été éduquée, en tout cas apprise à utiliser correctement. Qu'est-ce que votre point de vue sur cette question-là, justement, sur cette éducation-là aux médias, au numérique? Effectivement, alors déjà, ce n'est pas une question uniquement qui ne concerne que les jeunes, que les adolescents. C'est une question réellement de société qui traverse tous les âges. C'est vraiment un problème, s'il y a problème intergénérationnel. Nous, parents ou accompagnateurs, on a aussi vécu l'arrivée de ce smartphone qui a été, effectivement, c'est 2007, comme ça a été dit tout à l'heure. Et nous, effectivement, on est aussi dans un certain nombre de problématiques qu'on va partager avec les jeunes qui nous côtoient. Et nous aussi, en fait, il y a une histoire vraiment de combat commun ou de problématiques communes, tout au moins, autour d'un usage raisonné des écrans. Monsieur Denisot, peut-être que vous voulez rebondir sur ce qui est dit. Oui, tout à fait. Comme ça a été dit tout à l'heure, comme vous le disiez tout de suite, en fait, le numérique a fait irruption dans nos vies et il va plus vite que l'organisation de la société parce que ça, c'est tout de suite dans l'intimité, c'est tout de suite très attirant, très captatif. D'ailleurs, on peut le dire, c'est connu aujourd'hui, cette captation de l'attention, cette captation des esprits est délibérée pour les plateformes, puisque en fait, on est là sur un modèle très fondé sur la publicité, donc il faut que les gens soient toujours le plus possible sur les écrans. Donc, face à tout ça, c'est vrai que la réponse doit être aujourd'hui collective, parce que il a été montré notamment dans le rapport qui a été remis au président de la République, le rapport enfants et écran, que aujourd'hui la notion de contrôle parental, c'est pas suffisant. Une réponse individuelle familiale, c'est pas suffisant. Donc il faut des initiatives, gouvernementales, associatives et aussi des initiatives privées. Donc c'est ce que nous on représente aussi à Sheltercom, parce qu'aujourd'hui le numérique se pose pose un problème de soutenabilité, c'est-à-dire que continuer le numérique tel qu'il a fait irruption, comme je le disais, oui. Ça pose un problème de ressources, déjà, en termes d'énergie, en termes de terra, fabrication de terminaux, et puis ça pose des problèmes de santé publique, comme ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas justement un enjeu à l'école, tout simplement, aussi en termes d'éducation auprès des jeunes parce que c'est évidemment, même si le téléphone portable est censé être interdit, ils trouvent toujours des solutions pour l'utiliser. Comme on disait, c'est aussi des outils extrêmement qui sollicitent énormément l'attention. Est-ce qu'il n'y a pas justement, c'est pas peut-être un des rôles aussi de l'école quelque part, d'avoir peut-être, pourquoi pas, des cours, en tout cas de parler aux élèves justement de tous ces usages-là et de ces mauvais usages?
Absolument, effectivement. Comme ça a été aussi précisé tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout d'exclure aucun écran. L'écran est présent dans la société, l'école est dans la société, donc nécessairement, c'est une problématique dont l'école va nécessairement s'emparer. Alors c'est déjà le cas. Il a été cité tout à l'heure l'action qui est menée par le CLS de Châteauroux, à laquelle effectivement à laquelle nous participons, qu'on intervient dans un certain nombre de classes. On essaie aussi de développer la parentalité numérique, pas seulement les enfants comme cible, mais aussi les parents et le lien entre les enfants et les parents justement dans cette gestion des écrans. Et donc vraiment la parentalité numérique est vraiment une thématique qui est extrêmement importante actuellement. Alors nous au niveau de Réseau Canopé, c'est vraiment une thématique autour de laquelle on travaille beaucoup, avec un certain nombre de publications qu'on fait autour de cette thématique précisément, et on essaie de la développer donc en développant notamment des ateliers, des jeux de rôle pour se projeter justement dans toutes ces situations parfois un petit peu plus compliquées à gérer que peuvent provoquer les écrans. J'ai une infographie à vous montrer qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui est intitulée « Adolescents, écran et santé mentale », qui a été publiée en septembre 2024. Il y a plusieurs chiffres. Un adolescent sur 10 montre des signes de comportement problématique avec les réseaux sociaux. 22% des jeunes interrogés disent jouer au moins 4 heures par jour en ligne et 11% d'entre eux ont un usage problématique des réseaux sociaux. Donc on comprend qu'il est quand même très clairement notion de réseaux sociaux. Déjà, peut-être que vous avez une première action sur ces chiffres-là. Cette importance-là des réseaux sociaux, qu'elle soit positive comme négative, vous la rencontrez, vous en êtes conscient au quotidien ? Oui, on évoquait les plateformes tout à l'heure, on peut être plus spécifique. Les plateformes qui aujourd'hui ciblent vraiment l'attention sont avant tout des plateformes qui sont peu ou prou des réseaux sociaux. Alors il y a les réseaux sociaux vraiment en tant que tels, mais même YouTube, je veux dire... la plateforme qui a vraiment révélé au monde entier la problématique de l'influence sur les jeunes, c'est TikTok. Puisqu'on a comparé le TikTok chinois avec le TikTok occidental, on s'est aperçu qu'on avait des réactions complètement diamétralement opposées, suivant les contenus et suivant le contrôle qui était exercé. Donc ça, vraiment, ça a donné une prise de conscience importante. Et puis aujourd'hui, on a une statistique qu'on pourrait ajouter à celle que vous fournissez, c'est-à-dire que 2/3 des 8-10 ans sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors qu'en principe, c'est pas avant 13 ans, et même en France, pas avant 15 ans, avec l'accord des parents, sans l'accord des parents, pardon. Donc, face à ça, pour revenir un petit peu ce qui était dit juste avant, je pense que l'école a été très en avance là-dessus. Moi, c'est un projet sur lequel j'ai pas mal travaillé, puisque j'étais le collègue de Corinne Bordin-Lerpinière dans ma vie précédente, avant de faire Sheltercom, et notamment pour l'équipement numérique des écoles. Et en fait, dans les écoles, on a déjà aujourd'hui des usages pédagogiques et des configurations techniques des équipements qui permettent de sélectionner les usages, d'éviter justement l'envahissement par les réseaux sociaux et le divertissement sur les terminaux, mais vraiment de choisir ce qu'on veut y mettre et ce qu'on veut utiliser. Et donc, chez nous, chez Sheltercom, la question de la soutenabilité du numérique et cette maturité qui existe déjà à l'école dans l'usage du numérique ont vraiment été les deux déclencheurs de ce que nous on propose, à savoir justement de transposer cette maturité qui existe à l'école dans l'usage du numérique dans les familles. C'est-à-dire que les familles, je veux dire, on est toujours un parent débutant, quelque part, et encore plus sur les questions du numérique pour lesquelles on n'est pas forcément compétent. Et donc nous, à Sheltercom, ce qu'on propose, c'est justement des terminaux qui sont déjà préparamétrés pour convenir, ou plus exactement, enfin convenir, c'est pour éviter le plus gros des dégâts et justement faire ressortir tout ce qui est positif dans le numérique, notamment tout ce qui permet d'aller vers le réel, ce qui permet des apprentissages, ce qui permet de la créativité, mais et en laissant de côté ce côté captatif, ce côté économie de l'attention qui est aujourd'hui l'enjeu principal autour de cette question du numérique. Est-ce que ça pourrait pas passer aussi? Il y a eu l'idée à un moment de mettre des tablettes à l'école, de mettre des tablettes justement à disposition des élèves pendant les cours. C'est parce qu'on ne va pas que diaboliser évidemment le numérique, ça a aussi beaucoup d'avantages. Est-ce que
Qu'est-ce que votre avis sur ces tablettes-là? Est-ce que justement c'est un avantage, un outil important pour l'école? Tout à fait, il y a un usage pédagogique incontestable du numérique, notamment des tablettes effectivement qui ont été qui ont été pas mal développées dans les établissements scolaires, dans le primaire autant que dans le secondaire. Et effectivement, c'est un support très intéressant pour initier, pour faire prendre conscience aux enfants et aux jeunes de tous les enjeux, notamment économiques, dont vous parliez tout à l'heure, l'économie de l'attention, toutes ces notions-là. Un monde, quand on comprend le monde dans lequel on est, forcément, on est plus armé pour l'affronter. Donc effectivement, le rôle des enseignants, le rôle des éducateurs, c'est de donner des clés pour gérer ce monde-là, effectivement. Et donc tout ce qui peut aider dans l'enseignement, effectivement, les jeunes à s'emparer et à maîtriser au mieux ces objets est bénéfique. Il y a aussi cette problématique qui prend de l'ampleur aussi avec l'intelligence artificielle, l'éducation à l'intelligence artificielle, l'utilisation aussi, en comprendre les enjeux dans l'enseignement. C'est extrêmement important aussi. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces réponses et pour votre participation. Merci aussi à mes précédents invités. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de votre magazine En Société. Bonne soirée sur BIP TV, bon week-end et à bientôt.